Cette soirée est organisée par Arrêt du nucléaire 34, en collaboration avec la CRIRAD. Arrêt du nucléaire 34 est une association montpelliéraine qui lutte contre le nucléaire depuis des années. Et si on a choisi cette date, c'est parce qu'on vient de célébrer l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima, qui est une catastrophe qui a démarré en 2011 et qui, 14 ans après l'accident, a toujours des conséquences considérables sur place. Et il se trouve qu'en plus, le fil directeur, c'était l'eau. Parce que, bon, voilà, il faut savoir que depuis maintenant 14 ans, 300 tonnes d'eau sont utilisées chaque jour. Donc depuis 14 ans pour refroidir en permanence les 3 réacteurs qui sont en fusion. Et que depuis 2 ans, le gouvernement japonais a décidé à autoriser la dilution des eaux contaminées dans l'océan Pacifique. Voilà, donc la problématique de l'eau à Fukushima, je pense qu'on sait ce que c'est. Les pêcheurs ont porté plainte contre l'État japonais. Les conséquences pour la faune et pour la flore sont donc considérables. Donc on a une pensée pour les victimes du nucléaire à Fukushima et ailleurs, mais en cette période d'anniversaire tout particulièrement. Je vous présente en 2 mots Arrêt du nucléaire 34, donc au niveau de ses activités, puisqu'on intervient sur plusieurs points précis, toujours par rapport au nucléaire bien sûr, sur la ville de Narbonne, sur l'usine de Malvézy, qui est la porte d'entrée du nucléaire en France. Donc je pense que Julien en parlera tout à l'heure, puisqu'il y a un panneau qui y fait référence. Julien, ce sera mieux ? Ok, super, merci. Ah oui, c'est mieux. Et donc on intervient sur Narbonne et l'usine de Malvézy, qui est une usine particulièrement polluante avec des bassins de décantation et de rétention à ciel ouvert et qui détiennent des quantités de produits chimiques et radioactifs considérables. On intervient aussi sur les anciennes mines du Lot-des-Voies, et là je regarde en particulier les camarades du Cœur d'Hérault qui sont venus nombreux ce soir. Il y a une usine qui traite encore des résidus miniers, puisque c'était des mines sous le sol à l'Odève, et qu'en période de grande pluie, ces galeries sont inondées. Et elles ont même déversé à plusieurs reprises dans la plaine. Donc depuis, l'eau qui est retenue, traitée, et elle retourne dans le cycle. Voilà, donc on intervient aussi sur le Lot-des-Voies. Et puis, Arrêt du nucléaire 34 a eu, surtout pendant des années, une activité très importante par rapport au nucléaire militaire, donc contre la bombe atomique, et pour essayer de faire en sorte que les traités qui sont portés par un certain nombre d'États, le traité d'interdiction des armes nucléaires, soit signé un jour. C'est sûr que par les temps qui courent, on a l'impression que ça s'éloigne un peu. Mais bon, il faut garder le moral, malgré tout, et continuer le combat. Alors l'eau, bah voilà, il se trouve qu'on a un stand qui est juste derrière. On ne peut que vous encourager à y aller, nous soutenir, acheter un badge, un truc comme ça. Et surtout, nous laisser vos coordonnées. On a un petit papier pour pouvoir recevoir les informations quand on organise quelque chose comme ce soir. Voilà ce qu'on a voulu dire aussi ce soir, et pour nous c'était important, cette exposition qui a été créée par la CRIRAD et par Julien, c'est qu'en fait l'eau est vraiment un bien commun, et qu'à l'heure où les pouvoirs publics essayent, parce que les choses sont plus compliquées que ça, mais d'instaurer un redémarrage du nucléaire en France, le débat sur la problématique de l'eau et l'impact du nucléaire sur l'eau est un débat complètement absent, comme tout ce qui concerne le monde du nucléaire d'une manière générale. Donc ce soir, on voulait aussi apporter une information sur la problématique de l'eau et du nucléaire, et il se trouve que cette exposition et la conférence de Julien s'y prêtent particulièrement. Voilà, bon, bah donc on reçoit Julien Sirène, que je remercie, qui est co-directeur à la CRIRAD. La CRIRAD, c'est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, qui a été créée en 1985 suite à l'accident de Tchernobyl, 86, puisque vous savez qu'on avait des informations très fiables, notamment on savait même que le nuage s'arrêtait à la frontière, mais tout le monde n'y croyait pas forcément. Il y a des pays qui prenaient des mesures et pas en France. Donc il y a des scientifiques et des citoyens qui ont décidé de créer cette association
qui, aujourd'hui, après toutes ces années d'existence, s'est étoffé et fait un vrai travail d'information sur la radioactivité. Voilà, ben, je crois que j'ai rien oublié. On y reviendra peut-être. Merci Julien, je te laisse la parole. Je ne sais pas si ça sera très pratique ce micro avec le fil. Hein, Est-ce qu'on peut juste se rappeler que c'est Michel Rivasi qui a lancé la CRIRAD? C'est une dame, Michel Le. Voilà, Michel Le qui nous a quittés il y a quelques mois. On devrait s'en sortir, c'est bon. Donc bonsoir à toutes et à tous. Alors, et merci aux camarades de Montpellier pour l'invitation. Merci à la base pour l'accueil. Merci à ADN34. Donc oui, donc l'idée c'est de vous montrer en quoi finalement nucléaire et eau sont indissociablement liés. Pourquoi ? Premièrement parce que sans eau il n'y a pas de nucléaire. L'industrie nucléaire a besoin d'eau pour fonctionner. Les centrales nucléaires ont besoin de quantités massives d'eau pour fonctionner. Donc ça c'est le point de départ un peu de l'expo et de la conférence. Et puis derrière, donc il y a un besoin qui fait que sans cette eau ça marche pas. Et il y a aussi des conséquences. Ces conséquences, c'est des conséquences en termes de rejet de chaleur. On va voir que les centrales nucléaires rejettent des quantités massives de chaleur, en particulier dans l'eau. Donc vont réchauffer l'eau en aval. Et donc on parle d'ailleurs de pollution thermique liée aux centrales nucléaires. Donc on a une pollution thermique, on a aussi une pollution chimique et une pollution radioactive liée à l'industrie nucléaire. Donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu tout ça à travers alors déjà cette expo en 6 panneaux, enfin en 5 panneaux en fait, et à travers la conférence qui l'accompagne. Et d'ailleurs n'hésitez pas ensuite, on a aussi mis sur une table un certain nombre de publications qui sont en accès libre, de publications de la CRIRAD, dont une petite synthèse en 4 pages de l'expo et de la conférence, dont aussi quelques numéros du journal de la CRIRAD. Donc c'est le journal que la CRIRAD édite et envoie à ses adhérents. C'est un journal trimestriel. Donc si vous n'êtes pas encore adhérente ou adhérent, n'hésitez pas à adhérer, il y a des bulletins d'adhésion. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre ce qui est sur cette table et qui est en accès libre. Donc voilà, comme je le disais, on va dérouler donc les différents thèmes qui sont sur les panneaux de l'expo. Le nucléaire a besoin d'eau, le nucléaire réchauffe l'eau, et après les 3 diapos d'après vont être consacrés à la pollution. Alors la pollution radioactive qui est induite par l'industrie nucléaire, aussi bien dans les eaux souterraines que dans les eaux de surface, et donc inévitablement cette pollution elle va se retrouver dans les eaux du robinet. Alors d'abord, bon, c'est un peu petit et je vais pas vous noyer dans des détails techniques trop lourds, mais l'idée c'est déjà de comprendre en quoi une centrale nucléaire a besoin d'eau. Alors le principe d'une centrale nucléaire, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un petit peu le même principe d'ailleurs qu'une centrale thermique à charbon, ou à pétrole, ou à gaz. L'idée, c'est qu'on va avoir un fluide, donc de l'eau en l'occurrence, qui va être chauffé à très haute température par... on a besoin, en fait, au départ, de produire 3 watts au niveau de la réaction de fusion. Et de ces 3 watts, on arrive à en récupérer qu'un pour faire de l'électricité. Et les 2 autres watts, qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, on est obligé de les évacuer. Et pour les évacuer, on a besoin d'un milieu qui va récupérer cette chaleur. Et donc, en l'occurrence, le milieu, ça va être quoi ? Ça va être soit le cours d'eau dans lequel on va avoir pris une eau froide qui va être injectée dans le système et qui va être réchauffée et rejetée, soit la chaleur, on va l'évacuer en transformant l'eau en vapeur et en évacuant cette chaleur à l'atmosphère. Voilà. Donc c'est ça qu'on a 2 types de centrales nucléaires. On a les centrales nucléaires qui sont dites en circuit ouvert. C'est celles où on prend l'eau dans le cours d'eau ou dans la mer. Après, cette eau est réchauffée et on la rejette, mais beaucoup plus chaude, dans l'eau où on l'a prise au départ ou dans la mer.
Les centrales en circuit fermé, c'est celle que, enfin, disons, c'est l'image qu'on associe généralement plus souvent aux centrales nucléaires, c'est cette image de cette tour. En fait, la tour, c'est l'aéroréfrigérant, c'est le système par lequel l'eau, la chaleur, en fait, va être évacuée dans l'atmosphère par l'eau qui se transforme en vapeur. Donc, toutes les centrales n'ont pas des tours de ce type. Il y a des centrales qui sont en circuit ouvert qui n'ont pas de tour. C'est le cas, par exemple, dans la vallée du Rhône de la centrale de Saint-Alban, qui est au sud de Vienne. Après, il y a des centrales qui ont des tours. Voilà, il y a les deux. Donc, les quantités d'eau dont a besoin un réacteur nucléaire pour fonctionner sont vraiment très importantes. Alors, pour vous donner quelques ordres de grandeur, dans un circuit fermé, donc c'est-à-dire dans une centrale qui est équipée d'une tour aéroréfrigérante, on a besoin de prélever 2 à 4 mètres cubes par seconde par réacteur. C'est déjà pas mal. C'est déjà le débit d'un cours d'eau pas négligeable, en fait, 2 à 4 mètres cubes par seconde. Et dans un circuit ouvert, par contre, c'est pas la même histoire, puisqu'on a besoin de prélever 40 à 60 mètres cubes par seconde en permanence pour faire fonctionner le réacteur. Alors, si on regarde au niveau de la France, comment sont répartis les circuits ouverts, les circuits fermés. Alors, à l'heure actuelle, on a 18 réacteurs en circuit ouvert qui sont en bord de mer. Alors, j'ai pas compté Flamanville, l'EPR de Flamanville, parce que bon, il n'est pas encore complètement en train de fonctionner quand même. Hein, il est tout récent, hein, il a que une quinzaine d'années, donc voilà, il est pas encore tout à fait en fonctionnement. On n'a pas mis non plus la centrale de Fessenheim, qui avait 2 réacteurs en circuit ouvert, donc qui prenaient de l'eau dans le Rhin, hein, et qui a été fermée en 2020. Alors pour la petite histoire, hein, quand même, on est aujourd'hui en 2025, et bien en 2024, cette centrale donc, qui était en circuit ouvert, donc les circuits ouverts, hein, si vous vous rappelez, c'est ceux qui prélèvent vraiment le plus d'eau. Mais aujourd'hui, donc 4-5 ans après sa fermeture, elle a quand même toujours besoin de prélever une quantité d'eau, en gros, qui correspond à celui d'une centrale en circuit fermé, qui en fonctionnement. Parce qu'il faut toujours refroidir, en fait, le dispositif. Mais bon, je m'éloigne un peu, mais donc à l'heure actuelle, disons, le parc de réacteurs nucléaires qui fonctionne, enfin quand ils ne sont pas en panne, c'est donc 18 réacteurs en circuit ouvert en bord de mer, 30 réacteurs en circuit fermé, donc en bord de cours d'eau, de fleuves ou de rivières, et 8 réacteurs en circuit ouvert, mais qui ne sont pas en bord de mer, mais qui sont en bord de cours d'eau. Donc le cas particulier dans tout ça, c'est le cas du Rhône, puisque le fleuve Rhône, hein, aujourd'hui, c'est le seul fleuve en France, enfin c'est le seul cours d'eau qui a des centrales en circuit ouvert. Alors pourquoi ces centrales sont sur le Rhône? Parce que le Rhône, c'est en dehors du Rhin, hein, c'est le cours d'eau qui a le plus gros débit. Et donc c'est là où on peut, disons, pomper la plus grosse quantité d'eau. Ce ne serait pas possible d'installer des centrales nucléaires en circuit ouvert sur la Garonne ou sur la Loire ou sur la Seine, parce qu'elles prélèveraient trop d'eau en fait. Voilà. Donc sur le Rhône, on a 14 réacteurs nucléaires, sur la Loire aussi d'ailleurs, mais sur le Rhône, on en a 6 qui sont en circuit fermé et 8 qui sont en circuit ouvert. Voilà. Donc ensuite, quelques chiffres, quelques ordres de grandeur. Alors, on a volontairement fait le choix, hein, dans cette expo, vraiment d'axer sur la question des prélèvements. Parce que souvent, ce que dit en fait l'industrie nucléaire, c'est que oui, bon, d'accord, on prélève beaucoup d'eau, mais en fait, on la rend. Donc, à la limite, c'est comme si il se passait rien. Mais à ce compte-là, en fait, pourquoi nous, chez nous, on paye une facture d'eau? Parce que l'eau, on la rend aussi, finalement. Donc, c'est un petit peu la même chose. En fait, et pourtant, on parle de consommation pour les particuliers, mais pas pour l'industrie nucléaire. Donc, il y a quand même une petite différence. Donc, en fait, l'industrie nucléaire, en général, les industriels parlent de consommation d'eau uniquement pour l'eau qui s'évapore à travers les tours aéroréfrigérantes. Mais en fait, c'est un peu un abus de langage, parce que finalement, la consommation d'eau, c'est l'eau qu'on va prélever, qu'on va utiliser. Certes, derrière, qu'on va restituer, mais on va la restituer plus chaude, polluée, etc. Donc voilà, c'est pour ça que nous, volontairement, on parle vraiment des prélèvements. Et donc, si justement on s'intéresse aux prélèvements, qu'est-ce qu'on voit? Donc ici, on a pris en gros les quantités prélevées dans les années 2010.
Donc on voit qu'en termes d'eau douce de surface, parce qu'il y a deux sources d'eau potable principales, il y a les eaux qu'on prend en surface, soit sur des lacs, soit sur des retenues d'eau, soit sur des cours d'eau, et il y a les eaux souterraines qu'on prélève dans des nappes phréatiques, qu'on prélève en profondeur. Donc si on s'intéresse aux eaux douces de surface, parce que c'est essentiellement là que l'industrie nucléaire prélève son eau, eh bien on s'aperçoit que le nucléaire, les centrales nucléaires représentent 70% des prélèvements d'eau douce de surface. Donc elles sont en fait très très loin devant les autres prélèvements qui sont les prélèvements pour l'eau potable, pour l'agriculture, pour l'industrie et pour les centrales thermiques à flamme, donc c'est-à-dire les centrales à charbon en gros. Donc petit à petit, on en a encore une ou deux qui sont en fonctionnement aujourd'hui, mais petit à petit, notamment au cours des années 2010, il y en a plusieurs qui ont fermé. Donc voilà, sur une année, en moyenne, les prélèvements d'eau douce de surface de l'industrie nucléaire représentent 15 milliards de mètres cubes. Voilà. À comparer aux prélèvements pour l'eau potable qui sont de 1,9 milliard de mètres cubes. Monsieur, oui. Les prélèvements pour les barrages hydroélectriques, vous les mettez dans la partie industrielle ou pas? Non, en fait, on n'a pas compté dans ces prélèvements-là, c'est marqué hors hydroélectricité et canaux de navigation, voilà, qui sont évidemment des prélèvements massifs. Voilà, donc le nucléaire, c'est 15 milliards de mètres cubes. Alors évidemment, quand on parle uniquement de la consommation, au sens des industriels, c'est-à-dire de l'évaporation à l'atmosphère, c'est 500 millions de mètres cubes. Un demi-milliard de mètres cubes, donc c'est beaucoup moins. Mais en fait, cette consommation, tout est consommation, parce que finalement, l'eau qui est envoyée vers l'atmosphère rejoint le cycle de l'eau, et après, c'est bien, c'est finalement bien la même eau. Voilà, donc un prélèvement massif. Oui. Pour l'agriculture, on prélève combien? Donc 1,8 milliard de mètres cubes. Voilà. Alors, petit aparté sur ici, on est dans une période où la centrale de Fessenheim fonctionnait. Donc, si on retire Fessenheim, en gros, il faut retirer 10%, puisque c'était une centrale en circuit ouvert. Par contre, après, tout ça, les perspectives dans le futur, c'est plutôt, a priori, une tendance à une augmentation des prélèvements, puisqu'on a, dans les tuyaux, l'idée de reconstruire des centrales nucléaires, alors certes en bord de mer, mais aussi sur certains cours d'eau. Voilà, donc des prélèvements d'eau massifs. Alors pour vous donner là aussi quelques idées de ce que ça représente par rapport au cours d'eau, au débit des cours d'eau. Donc ce qu'on a représenté sur cette diapo, alors elle est un peu touffue, donc je vais vous la synthétiser. Il n'y a pas moyen de l'agrandir un peu? C'est difficile de l'agrandir, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est les couleurs, donc c'est pas les chiffres. Ce qu'on a mis en fait à gauche, c'est toutes les centrales nucléaires françaises et les cours d'eau qui sont situés le long de cours d'eau. Et les cours d'eau, et les prélèvements de chaque centrale. Et en gros, ce qu'on a représenté, le code couleur, il signifie quoi? Il signifie que pour les centrales où on est en violet, en gros, l'impact, disons, du prélèvement sur le cours d'eau est très important. Pour les prélèvements où ils sont en vert, il y a de la marge. Là où c'est en violet, il y a moins de marge. Donc si on prend le cas, par exemple, de la centrale de Golfech, c'est celle du haut, donc la centrale de Golfech prélève de l'eau dans la Garonne, donc elle prélève 6 mètres cubes par seconde. Le débit moyen de la Garonne, c'est 304... Pardon, ouais. Ah oui, je pense. Ah oui. Je pense que c'est assez fort, ouais. Allô, allô. Donc... alors la centrale de Golfech, donc c'est 6 mètres cubes par seconde. Le débit moyen de la Garonne, c'est 380 mètres cubes par seconde. Donc il y a de la marge. C'est pour ça qu'on a mis cette ligne en vert. Et le débit en période de sécheresse, ça c'est le débit moyen, mais quand la Garonne, en été en fait, quand il y a moins d'eau, son débit le plus bas, a priori, c'est 36 mètres cubes par seconde. Donc il y a quand même encore de la marge, même en été. Par contre, si on prend le cas par exemple, de la centrale
de Civaux. Mettons, la centrale de Civaux, elle est sur la Vienne. Donc la Vienne, c'est le plus petit cours d'eau en France, le long duquel il y a une centrale nucléaire. Donc la centrale de Civaux prélève 3 mètres cubes par seconde. Et le débit moyen de la Vienne, c'est 129, ça va. Mais en période d'étiage, on est à 6 mètres cubes par seconde. Donc ça veut dire que la centrale va prélever la moitié du débit du cours d'eau. Certes, elle va la restituer, mais réchauffer, voilà. Et dans le cas des lignes qui sont en violet, en fait, il s'agit du Rhône, du Rhône et de la Moselle, puisque sur le Rhône, la pression, malgré le débit très important du cours d'eau, ce débit est très important, mais les prélèvements cumulés sur ce cours d'eau sont eux aussi très importants. Et ils vont représenter jusqu'à 3/4, jusqu'à 60% du débit en période de sécheresse. Je termine juste par la Moselle, donc à Cattenom, puisqu'à Cattenom, on est sur un prélèvement moyen de 8 mètres cubes par seconde pour un débit de basse eau de 10 mètres cubes par seconde. Donc voilà, on s'aperçoit qu'on n'a quand même pas énormément de marge. Excusez-moi, pourquoi Pierre-Latte n'est pas présenté dans le tableau? Pierre-Latte, c'est Tricastin. C'est la centrale du Tricastin, elle est ici. En fait, Pierre-Latte, le nom de la centrale, c'est la centrale du Tricastin. Voilà. Alors, ça c'est la situation actuelle. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les projections montrent que dans les décennies à venir, les débits des cours d'eau vont diminuer. D'après le ministère de l'écologie prévoit d'ici 30-40 ans une baisse de 10 à 50% des débits moyens et une accentuation également des débits en période de basse eau. Donc la pression liée à ces prélèvements va s'accroître et les conflits d'usage aussi. Donc là voilà, on était sur la partie prélèvement, donc pression massive disons sur ces cours d'eau. Ensuite, si on s'intéresse à la partie pollution, alors on va commencer par la pollution thermique, les rejets thermiques. Donc comme je vous le disais, pour un rendement d'un tiers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 1 kWh d'électricité produite, on va devoir évacuer 2 kWh de chaleur. Ça c'est inévitable, c'est le principe thermodynamique qui régit ce type de moyen, ce moyen de produire de l'électricité. Et on a d'ailleurs la même contrainte avec les centrales thermiques. En gros, le rendement d'une centrale thermique à charbon est à peu près équivalent à celui d'une centrale nucléaire. Alors évidemment, la centrale thermique, en plus de rejeter de la chaleur, elle rejette beaucoup de CO2 aussi. Mais en tout cas, en termes de rejet pur de chaleur, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Les centrales à gaz ont un meilleur rendement, qui est autour de 45%. Donc elles vont un peu moins, disons, rejeter de chaleur pour chaque kilowattheure produit. Donc si on regarde ce que ça représente à l'échelle de la consommation française, alors on s'aperçoit que sur une année, on va produire à peu près 380 TWh sur toute la France par l'industrie nucléaire. Et bien ces 380 TWh vont entraîner des rejets dans la nature de 760 TWh. Et les besoins en chauffage de tous les logements de toute la population française, c'est 360 TWh. Donc en fait, chaque année, l'industrie nucléaire rejette dans les fleuves et dans l'air plus du double de tous les besoins en chauffage de tous les logements français. Voilà. Donc, alors, souvent on a la question d'ailleurs, je devance un peu les questions de la salle, mais souvent on nous dit mais pourquoi on la récupère pas cette chaleur après tout? En fait, en gros, il faudrait que les centrales soient au centre des grandes agglomérations. Et voilà, le problème c'est qu'on a des pertes en ligne. C'est trop fort. Double incinérateur dans le centre de Montpellier. Voilà. Donc voilà, du coup, non, il y a ça, puis oui, donc en gros, à l'échelle mondiale, en gros, il y a 400 réacteurs nucléaires de production d'électricité dans le monde. Il y en a très peu qui récupèrent la chaleur pour s'en servir par ailleurs.
En France, on a des petites récupérations sporadiques pour chauffer une serre par-ci par-là, mais c'est vraiment presque rien. Et les rendements, ils n'ont pas. Il n'y a pas eu d'amélioration, que Non. ce soit une ancienne centrale. Non, ou c'est une pas centrale possible. En fait, c'est vraiment lié à, comment dire, à la physique, à la thermodynamique. Et c'est en gros pour pouvoir avoir des meilleurs rendements, Oui. il faudrait augmenter la pression de l'eau dans le circuit primaire. Mais du coup, après, les matériaux ne résisteraient pas à une pression plus forte et du coup, ça ne marcherait pas. Donc c'est pour ça que, alors, l'EPR qui marche toujours pas, mais lui, il est censé avoir un meilleur rendement, mais au lieu de 33%, ça va être 36%. Ouh là là. Donc c'est voilà. En gros, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Oui. Enfin, ma question va se tenir un peu benoîtement, mais logiquement, le capitalisme est plutôt rationnel. Donc, enfin, tout ceci est grotesque. Alors, bah, Mais il n'appelle pas. vous avez raison, mais d'ailleurs, logiquement, enfin, si on raisonne à l'échelle capitaliste, économique du monde, en fait, le nucléaire n'est pas du tout en expansion. Pas du tout. Il y a 2 pays qui construisent des centrales nucléaires, la Chine et la Russie. Mais la Chine, c'est la Chine qui est en tête, mais la puissance qu'elle installe chaque année est plus faible que la puissance d'énergie renouvelable qu'elle installe. Donc en fait, à l'échelle de la planète, je veux dire, si les États-Unis se mettent pas à construire des centrales nucléaires, il y a une raison en fait. Hein. C'est la raison que vous indiquez. Voilà. On continue. Donc, une quantité massive d'eau rejetée dans la nature. Alors, on a quand même des règles qui font que, en théorie, l'industriel ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que ces rejets de chaleur, ils sont encadrés. Il y a des règles. Alors, il y a des règles, on va voir qu'après ces règles, il peut y avoir des dérogations. Mais en tout cas, il y a des règles. Donc, en théorie, il y a deux principales règles. La première, c'est que une centrale, disons, on a une température maximale de réchauffement du cours d'eau entre l'amont et l'aval de la centrale. La centrale n'a pas le droit de réchauffer de plus d'une certaine quantité la température du cours d'eau. Chaque cours d'eau, en fonction de ses caractéristiques, chaque centrale a des règles qui lui sont propres. Si on prend le cas par exemple de la centrale de Saint-Alban, dans le Rhône, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que c'est une centrale en circuit ouvert sur un cours d'eau. Et elle est en circuit ouvert, pourquoi? Parce que les élus locaux ne voulaient pas qu'on voit les tours aéro-réfrigérantes depuis le parc du Pilat. Ça fait que c'est une des raisons qui font que le Rhône est un des cours d'eau où on a les plus gros rejets thermiques au monde. Mais avec celle du budget, avec celle du budget aussi. Mais donc qu'est-ce que je disais? Alors oui, la centrale de Saint-Alban, elle a le droit de réchauffer au maximum le Rhône de 3 à 4 degrés, ça dépend des saisons en fait. Voilà. Et par ailleurs, il y a également généralement une contrainte en termes de température maximale absolue du cours d'eau. Donc pour le cas de Saint-Alban, ça va être 26 à 28 degrés, pareil en fonction des saisons. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si il fait trop chaud, ou si les conditions ne sont pas réunies, l'industriel est obligé de réduire la puissance, voire d'arrêter le réacteur. Donc ça a été le cas par exemple, ici on a mis le graphe de quelques semaines, de quelques jours en septembre 2020, où il faisait particulièrement chaud, où le débit du cours d'eau était bas. Et du coup, pour respecter les règles en termes de réchauffement du cours d'eau, l'industriel était obligé très souvent de fortement réduire la puissance du réacteur. Donc en gros, là, sur cette période, je crois qu'ils ont perdu à peu près 160 gigawattheures. C'est plusieurs jours en fait de fonctionnement du réacteur. Parce alors, on va dire c'est bien, ça veut dire que les règles marchent, c'est formidable. Alors, oui et non. Oui et non, parce que il se trouve qu'avant 2003, on était dans ce régime. Ce régime, c'était il y a des règles. Si on pense qu'on va dépasser les règles, on arrête les réacteurs. Le problème, c'est qu'en 2003, au moment de la canicule, de nombreux réacteurs étaient à l'arrêt pour maintenance.
Et en fait, l'industriel, donc canicule massive, donc on se retrouvait avec de nombreux réacteurs qui auraient dû arrêter à cause de ces contraintes. Et le problème, c'est que si tous ces réacteurs s'arrêtaient, on risquait la panne d'électricité, le blackout. Et du coup, en catastrophe, le gouvernement était obligé de délivrer des dérogations pour permettre aux centrales de continuer à fonctionner tout en rejetant plus de chaleur que ce qu'elles avaient le droit de rejeter en fonctionnement normal. Donc pour ça, c'est 2003. Arrive la canicule de 2006. Rebelote. Même situation, obligation de faire fonctionner des centrales, dérogation. Donc après ça, l'État s'est dit quand même, là c'est bon, la planète se réchauffe. Une solution aurait pu être de virer tous les chercheurs comme aux États-Unis, mais bon, non, là ils étaient, voilà, ils constataient que la planète se réchauffait. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié les régimes, enfin en fait les autorisations de fonctionnement des centrales en mettant en place un double système. Donc c'est-à-dire un système où vous avez des règles pour la situation normale et des règles pour la situation de canicule, mais des règles préécrites. Donc l'idée, c'est que si jamais tout d'un coup il fait trop chaud, on bascule en situation où les règles sont un petit peu assouplies. Ça, c'est ce qui se met en place entre 2006 et 2022, petit à petit, de centrale en centrale. Arrive la canicule de 2022, et ça, sécheresse historique. À ce moment-là, même les règles assouplies ne suffisent pas. Et donc en fait, ils sont de nouveau obligés de redélivrer des dérogations pour, là encore, permettre à certaines centrales de continuer à fonctionner. Donc en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, de quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'on est tout le temps en train de courir après le réchauffement climatique pour petit à petit assouplir les règles. Et donc encore une fois, maintenant, les autorités se demandent si elles ne vont pas de nouveau tout assouplir pour permettre à ces centrales de continuer de fonctionner. Et si on prend un exemple ici, voilà, on a un exemple des projections en termes de nombre de jours de dépassement des contraintes en termes de chaleur. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate par exemple qu'en Tricastin, en 2000, on avait en moyenne, on avait 0 jours de dépassement par an. En 2050, les estimations, c'est selon si on est plus ou moins pessimiste, d'après les scénarios du GIEC, c'est 4 à 6 jours de dépassement. Dans le cas de la centrale de Saint-Alban, on passe de 1 à 7 ou 10 jours de dépassement. Bon, en moyenne par an. Ici, on a ce qui s'est passé en 2022. Donc vous voyez qu'en 2022, pour Tricastin, on était déjà au-delà du nombre moyen de dépassement prévu pour 2050. Donc voilà. 1 degré, ça représente quoi? Le cumulé de toutes les centrales, 1 degré sur la température du monde. Je vais le montrer juste après, c'est la diapo d'après. Est-ce que c'est parce que la demande en énergie a augmenté Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'après 2003, ils ont mis des clim-parks. Mais là, c'est pas trop ça. Là, c'est plutôt que, en fait, c'est le climat qui se réchauffe. Oui. Et du coup, les règles, enfin, comment dire, la température du cours d'eau, elle est déjà trop chaude. En fait, ils peuvent plus rejeter parce qu'elle est déjà trop chaude, quoi, en gros. Et le fait d'arrêter et qu'ils ne peuvent plus arrêter maintenant, c'est parce qu'il y a toujours une grosse... Oui, bah ça, c'est les deux en fait, hein, c'est les deux en fait, c'est l'effet ciseau, quoi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le réchauffement et la demande qui augmente, tout à fait, et ça ne va pas s'arranger avec les voitures électriques. Oui, une question. On a vu tout à l'heure sur le tableau que dans certains cas, le prélèvement était de 60-75% à l'étiage. Est-ce qu'il n'y a pas... Il va y avoir simplement une contrainte qui empêche la centrale de fonctionner, indépendamment de la température de rejet? Si. Mais parce que les deux sont un peu liés là. En fait, notre tableau avec les comparaisons des débits d'étiage, en fait, c'est un tableau théorique. Mais dans la vraie vie, quand on arrive à des débits d'étiage, c'est des périodes où les températures sont chaudes et où du coup, généralement, il y a des contraintes. Où on rentre dans le dépassement des règles. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, de combien de degrés? Oui, vous avez une question, non? Pardon, oui, j'avais une question. C'est juste pour revenir, je rebondis sur ce que vous dites. Juste avant, vous avez dit que en fait, la demande était moins forte que la production, mais là, vous dites...
il y a aussi la demande qui fait que c'est difficile d'arrêter. Voilà, les mains. Il n'y avait pas le chauffage. C'était le chauffage. Ah, la production dépassée de toute vous voulez façon, dire la demande. Oui, voilà, c'est ça. Ah non, là en fait là je compare des choses différentes. C'est-à-dire qu'ici ça c'est le chauffage, mais chauffage au bois, au gaz, à tout ce qu'on veut en fait. C'est combien de wattheures on dépense pour chauffer les maisons en général. Et donc voilà, on dépense 360 TWh, mais par contre les centrales nucléaires rejettent 760. Excuse-moi. Et donc là, il est un fait actuellement, alors que les centrales réchauffent, contribuent, disons, au réchauffement climatique. Oui, on va le voir juste après. Alors, voilà, donc vous posiez la question de combien de degrés. Alors en soi, on peut dire que c'est pas énorme, parce qu'on n'est pas dans des réchauffements de 10 degrés ou 15 degrés, mais bon, je vous rappelle quand même que dans les scénarios du GIEC, d'augmentation de la température de la planète, on est sur des ordres de grandeur de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés de réchauffement, hein, et on voit les conséquences que ça a. Donc si on prend le cas du Rhône, alors ce qui tombe bien pour le Rhône, c'est que EDF a fait une étude thermique du Rhône, qui a été publiée dans les années 2010. Et qu'est-ce que dit EDF dans cette étude thermique? Donc EDF dit que la principale cause de réchauffement du Rhône, c'est pas le réchauffement climatique, c'est les centrales nucléaires. C'est EDF qui le dit en fait. Alors ils le disent dans leur étude thermique parce que dans leur document centrales nucléaires et environnement, ils disent l'inverse. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, il existe une étude thermique qui montre, qui est accessible au public, qui dit bien ça. Alors si on regarde les chiffres. Donc c'est particulièrement criant en aval de la centrale du Tricastin, c'est-à-dire en aval de toutes les centrales du Rhône. Donc on voit, si on compare en gros la température du Rhône au milieu du XXe siècle et au début du XXIe siècle, on s'aperçoit que cette température a augmenté de 1,4 degré. D'accord? Et donc dans ces 1,4 degrés, d'après EDF, 1,2 degrés sont dus aux centrales nucléaires. En complément de ce que vous voulez dire, vous le savez peut-être, mais peut-être pas, mais le Rhône sert en soutien d'étiage d'un certain nombre de petits fleuves côtiers du Languedoc. Oui. Et un des problèmes de ce soutien d'étiage, c'est que l'eau du Rhône qui est injectée dans ces petits fleuves est entre 2 et 3 degrés Celsius supérieurs à ceux de ces petits fleuves. Et donc on ne peut pas injecter très très haut parce que sinon on réchauffe trop. Et il y a un certain nombre d'espèces, etc., qui ne le supporteront pas, quoi. Donc vraiment le réchauffement par les centrales nucléaires a des impacts pas seulement au niveau du cours d'eau, mais aussi au niveau des autres bassins versants. Et puis il a aussi des impacts en termes de rejet radioactif qu'on va retrouver à Nîmes et à Montpellier, alors qu'on est très très loin du Rhône. Mais en fait c'est ce que vous dites qui fait que le canal Philippe Lamour qui va apporter ces pollutions. Donc voilà, là on est dans le cas majeur. Alors, en aval de la centrale du Bugey, l'impact est moins important, il est quand même de 50%. Donc globalement, disons, voilà, ce sont les centrales nucléaires qui réchauffent le plus le Rhône. On a aussi, on n'a pas fait de diapo, mais on a... De faire en milieu fermé. Non, je pense que c'est des questions de contraintes de débit de cours d'eau déjà. Parce qu'en fait, on a joué la facilité, comme il y avait un cours d'eau. Oui, c'est ça. Et en fait, sur le Rhône, le problème, c'est que les centrales en circuit ouvert rejettent beaucoup plus de chaleur. Du coup, après, il y avait des limites qui faisaient qu'on ne pouvait pas toutes les faire en circuit ouvert. Donc parce que, par exemple, la première qui a été construite sur le Rhône, c'est celle du Tricastin. Du Tricastin et de Bugey. Parce qu'à Bugey, alors, du coup, je rentre un peu dans les détails, mais au Tricastin, en fait, vous savez tous qu'il y a des tours à l'euro réfrigérante. Mais ce n'est pas les tours de la centrale. C'est les tours de l'usine Eurodif d'enrichissement de l'uranium qui est arrêtée d'ailleurs. Et les tours vont être détruites. Donc et d'ailleurs, j'avais participé à une visite de la centrale et on leur avait dit, mais du coup, pourquoi vous
Parce que les tours, elles sont à quelques centaines de mètres en fait. On leur a dit mais pourquoi vous en servez pas maintenant que... Ah ben non, c'est pas possible techniquement, il y a une route qui passe au milieu, ça n'a pas été construit pour, etc. Enfin, donc voilà, en fait, la centrale du Tricastin prélève son eau dans le canal de Donzère-Mondragon et rejette l'eau réchauffée dans ce canal. Au Bugey, on a 4 réacteurs, 2 en circuit fermé, 2 en circuit ouvert, mais il y a 4 tours, parce que chaque réacteur en circuit fermé a 2 tours. Bref. Donc après, oui, c'est des contraintes, comme vous dites, on a choisi la facilité, et puis quand même, on a fait avec les contraintes en termes de débit. Vu les débits par exemple de la Vienne et de la Garonne, c'était inenvisageable de mettre des centrales en circuit ouvert. Et d'ailleurs les EPR2 qui sont annoncés, ils sont toujours pas là, je ne sais pas si on en verra un jour la couleur, mais en tout cas les EPR2, en gros ce qui est prévu c'est de construire des circuits ouverts en bord de mer et pas sur les cours d'eau. Les cours d'eau, ce serait que des centrales en circuit fermé. Il y a une différence énorme de coût de construction. Je ne saurais pas vous dire, il y a surtout une différence énorme en termes de débit prélevé en fait. Je crois qu'il y a aussi une question historique, je crois que les deux technologies ne sont pas apparues en même temps. Il y en a une qui est apparue en premier et une 4 ou 5 ans après. Donc, oui, c'est possible. Ça a dicté que les choix des premières centrales nucléaires par rapport aux suivantes. Ok, on passe à la suite. Ah. Juste les circuits fermés, ils polluent pas? Si, mais ils prélèvent beaucoup moins d'eau. Ils prélèvent moins d'eau. Voilà, mais ils rejettent la même quantité de radioactivité par contre, les deux produits chimiques. Et la chaleur, au lieu de la rejeter dans le cours d'eau, ils la rejettent dans l'air. Alors, on continue par... cette fois-ci, donc la pollution, je suis allé un petit peu trop vite, voilà. Donc on va prendre quelques exemples de pollution. On va commencer par les eaux souterraines, donc de pollution des eaux souterraines liées à l'industrie nucléaire. Les quelques exemples qu'on a pris, c'est déjà les centrales nucléaires. En fait, on a pas mal de centrales nucléaires sous lesquelles il y a eu un ou plusieurs événements de pollution, c'est-à-dire de rejet non maîtrisé de radioactivité dans les nappes souterraines sous les centrales. On va aussi prendre l'exemple de Marcoule dans le Gard et de Malvézy dans l'Aude, donc un sujet que vous connaissez probablement mieux que moi. Parce que Valence, la CRIRAD c'est à Valence, hein, dans la vallée du Rhône. Alors si on s'intéresse au tritium, donc on va en parler un peu plus tout à l'heure, le tritium, parce que le tritium c'est le principal élément radioactif rejeté par l'industrie nucléaire et c'est le principal élément radioactif qu'on retrouve dans l'eau du robinet. Donc le tritium, c'est de l'hydrogène, mais c'est un type d'hydrogène qui est radioactif. Voilà. Donc c'est un isotope radioactif de l'hydrogène, donc qu'on va trouver... Pardon ? C'est ce qu'on appelle l'eau lourde. Non. C'est pas ce qu'on appelle l'eau lourde. En fait, il y a trois. Donc, en gros, un atome, c'est composé d'un noyau. Et dans ce noyau, il y a des protons et des neutrons. D'accord ? Et donc, l'hydrogène, c'est l'élément qui a un proton dans son noyau. Okay ? Et donc, après, il y a 3 formes d'hydrogène. Il y a celui qui n'a pas de neutrons, c'est l'hydrogène basique. Il y a celui qui a un neutron. Du coup, il a un proton, un neutron, c'est celui qui fait l'eau lourde, mais il n'est pas radioactif. Et il y a celui qui a 2 neutrons, donc un proton et 2 neutrons, c'est le tritium. Tri, 3, parce qu'il y a un proton et 2 neutrons dans le noyau. Voilà. Et donc cet hydrogène, ce tritium, alors déjà on en trouve naturellement sur la Terre parce qu'il est produit par interaction des rayonnements cosmiques avec les molécules présentes dans l'atmosphère. Donc on en a sur la Terre naturellement. Ensuite, on en a rajouté beaucoup au moment des essais nucléaires atmosphériques des années 50-60, puisqu'en gros, on en a rajouté 100 à 200 fois plus qu'il y en avait déjà naturellement. Donc après, il disparaît ce tritium parce qu'il a une période de 12 ans. Ça veut dire que tous les 12 ans, il est divisé par 2. Aujourd'hui, il en reste quand même encore 4-5 fois plus que le tritium naturel. Et donc après, ce tritium, il est aussi rejeté
par l'industrie nucléaire, en premier lieu par l'usine de retraitement de combustible de La Hague, c'est là qui en rejette de très 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 loin le plus. Ensuite par les centrales nucléaires, et on a aussi certaines installations comme le CEA à Val-Duc, c'est le site où on fabrique la bombe atomique. Hein. Et donc c'est le site qui en rejette le plus de loin en France dans l'air. Pas par voie liquide, mais dans l'air. Donc si on prend voilà, quelques cas... Alors par exemple, si on prend le cas de Marcoule, donc Marcoule c'est un site où historiquement c'est le site où on a construit les premiers réacteurs destinés à produire du plutonium pour faire les premières bombes atomiques françaises. Et donc c'est une des premières études sur le tritium qu'a faite la CRIRAD au début des années 90. Elle avait mis en évidence le fait qu'autour de Marcoule, on trouvait du tritium dans les eaux souterraines, sur des points de captage d'eau potable, notamment de la commune de Codolet, qui d'ailleurs, suite à cette étude, avait changé de captage pour prendre un captage moins pollué. Donc voilà, on avait vu qu'on trouvait du tritium dans ces eaux souterraines autour de la centrale, mais aussi dans le Rhône, alors là, dû à la fois au rejet de Marcoule et au rejet des centrales nucléaires qui se trouvent en amont. Ensuite, on a le cas de Malvézy. Alors Malvézy, c'est pas une pollution au tritium, c'est plutôt une pollution à l'uranium. Donc vous savez que Malvézy, c'est le site où arrive l'uranium provenant des mines d'uranium, le Yellow Cake, et c'est une usine où on va transformer, c'est une usine de transformation chimique de l'uranium en tétrafluorure d'uranium. C'est une matière qui ensuite va être utilisée pour que l'uranium soit enrichi au tricastin. Et donc sur ce site, on a des déchets radioactifs qui sont... Alors c'est un site en fait alors déjà, où on a mis ces déchets au-dessus d'anciens déchets miniers, d'anciennes mines il me semble, de soufre, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient sur place, et où en fait on se retrouve avec une pollution qui est parfois due à des effondrements de bordures de bassins, à des tempêtes, etc. Donc on se retrouve en fait avec une pollution d'une part de la nappe qui est perchée dans les déchets miniers, mais aussi de la nappe alluviale qui est en dessous. Donc avec des tentatives de tout un tas de dispositifs qui sont là pour tenter d'endiguer cette pollution et pour pomper les eaux contaminées. Donc voilà, c'est qu'un petit exemple parmi d'autres de pollution d'eau souterraine. Ah oui, ce que j'ai pas dit. Ah oui, mais j'ai passé cette diapo. Donc ça, c'est les quelques exemples que je vous disais de pollution au tritium des nappes sous les centrales nucléaires. Donc en fait, on a, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 centrales dans lesquelles on a eu, à une ou plusieurs reprises, des pollutions dépassant 100 becquerels par litre. Donc le becquerel, c'est l'unité de mesure de la radioactivité. Un becquerel, c'est la désintégration d'un atome par seconde. Donc le bruit de fond, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans les eaux hors centrale nucléaire, c'est 1 à 2 becquerels par litre. Eh bien, EDF en fait va recenser les cas où il mesure dans ces eaux souterraines plus de 100 becquerels par litre. Donc voilà, on voit qu'on a à de nombreuses reprises de telles pollutions, la Palme revenant au Tricastin où on a eu une pollution, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, de 28 000 becquerels par litre. Donc, et les autorités ont bien rappelé, parce qu'en gros ce que dit EDF c'est oui, bon d'accord, mais c'est notre nappe sous notre centrale, donc à la limite c'est pas grave. Alors c'est vrai qu'on ne prélève pas d'eau potable directement dans cette nappe, mais l'autorité de sûreté nucléaire a bien rappelé à EDF que la nappe sous sa centrale n'appartient pas à l'exploitant en fait. Puis derrière, après cette pollution, de toute façon, il la rejette. Ça va diffuser de manière latérale. Voilà. Alors il y a certaines centrales qui ont des murs souterrains comme au Tricastin pour limiter en fait, et d'ailleurs pour empêcher ce transfert. Au Tricastin, il faut savoir qu'ils pompent chaque jour plusieurs centaines de mètres cubes d'eau sous le site pour maintenir la nappe sous la centrale plus basse qu'autour, parce qu'il y a quand même des fuites, en fait il y a une certaine perméabilité au niveau de ces murs souterrains. Et ils font quoi de cette eau qu'ils font ? Ils la rejettent. Mais c'est pour la serre au crocodile. Voilà. Mais disons que c'est pas normal, puisque ils ont le droit de rejeter de la radioactivité, mais là c'est pas maîtrisé en fait, puisque c'est dû à une fuite.
Sans compter qu'en plus, puisque moi je viens de Pierrelatte, les travaux par exemple de cette espèce de piscine souterraine géante n'ont jamais connu de réflexion ou de rénovation. C'est-à-dire que on peut faire de l'archéologie maintenant. Ouais. C'est vraiment ça. Tout à fait. Donc après les eaux souterraines, on a les eaux de surface, hein, le milieu aquatique en général. Donc là, je vous montre juste deux petits exemples. Le premier, c'est donc une étude qu'on a faite autour de la centrale nucléaire de Golfech, sur la Garonne, où on a prélevé des plantes aquatiques en amont et en aval de la centrale. Et on voit très bien l'impact de la centrale, aussi bien en termes de tritium, c'est-à-dire on a mesuré la teneur en tritium dans les plantes, qu'en carbone 14. Donc le carbone 14, c'est du carbone radioactif. Il en existe à l'état naturel. Mais là aussi, il y a pas mal de carbone 14 qui est rejeté par les centrales nucléaires. C'est le deuxième élément radioactif le plus rejeté par les centrales, après le tritium. Du coup, on en trouve du carbone 14, inévitablement, dans les plantes en aval de la centrale. Là, on a pris l'exemple de Golfech, mais on aurait pu faire la même chose autour de toutes les autres centrales. Ça induit des mutations génétiques, du coup, chez les plantes Alors, on ne fait pas ce type d'études, donc ça, ça pourrait. Après, nous, on se contente de mesurer la radioactivité. Voilà, donc je ne pourrais pas trop rentrer dans ces détails-là. Mais si je peux me permettre, je pense que oui, parce que le taux de maladie, par exemple, de la thyroïde ou de maladies auto-immunes en Drôme-Ardèche, sont beaucoup plus élevés que dans le reste de la France, alors qu'il y a zéro industrie, il n'y a rien. Ouais. Alors pour le coup, oui, alors après, ces cancers de la thyroïde, enfin, ils vont pas être tendus au rejet en fonctionnement normal qu'au rejet accidentel dû à Tchernobyl, en fait. C'est normalement de l'iode radio. Le problème de la thyroïde, c'est qu'elle fixe l'iode radioactif. Oui, parce que nous, on recevait des cachets par voilà. la poste, on allait chercher à la mairie. Et donc, s'il y a un accident, en fonctionnement normal, il y a très peu d'iode qui est rejeté. Par contre, si on a un accident, on peut avoir des quantités massives rejetées. Ça a été le cas après Tchernobyl, mais y compris en France, disons. Un autre exemple, c'est celui des mines d'uranium. Donc là, on s'écarte un peu de l'industrie nucléaire actuelle en France, enfin pas tant que ça, puisque nos centrales nucléaires ont besoin d'uranium. Il vient plus de chez nous. Donc c'est bien, c'est propre chez nous. Mais non, en fait, c'est quand même pas propre chez nous, parce qu'il y a eu 200 mines d'uranium en France, qui ont été exploitées de 1945 à 2001. Ces mines ont produit en gros 250 millions de tonnes de déchets qui vont être radioactifs éternellement, hein, puisque la période de l'uranium, c'est 4,5 milliards d'années. Donc ça veut dire que voilà, à l'échelle humaine, ça sera toujours radioactif, ces déchets. Et on a des endroits où on a vraiment des situations aberrantes. C'est le cas dans les Bois Noirs, à la limite entre Loire et Allier, où on a un site de stockage de déchets miniers qui a été mis dans le lit d'un cours d'eau, en fait. Donc ils ont détourné le cours d'eau, pour pas qu'il passe quand même à travers le site. Et ils ont mis un barrage, et en fait, l'idée c'est qu'ils ont mis une lame d'eau par-dessus pour freiner, pour limiter les rejets de radon. Le radon, c'est un gaz radioactif produit par les déchets dans la nature. Je trouve que ça marche pas trop bien, parce qu'on a fait récemment des mesures de radon dans l'air extérieur, dans le domaine public autour du site, qui montre qu'on en a quand même pas mal. C'est quand même présent en état naturel, le radon. Oui, ouais, tout à fait. Mais du coup, autour des anciennes mines d'uranium, il y en a beaucoup plus. Et donc, voilà, le problème. Ce qu'on a fait sur cette étude-là, c'est qu'on a prélevé, là encore, on a prélevé des mousses aquatiques en amont du site de stockage des résidus et de la mine, et en aval. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on mesure une pollution à l'uranium et au radium jusqu'à 30 km en aval du site. Voilà. Avec des teneurs vraiment très élevées en aval proche, mais c'est encore mesurable en aval lointain. On a encore 10 fois plus de radium-226 à 30 km qu'en amont. Et ça a des conséquences sur les plantes et les animaux? Bah, disons, ça contribue. Oui, c'est-à-dire que cette pollution, en fait, toute dose de radioactivité a un impact, certes faible, mais elle a un impact. Donc après, ça s'ajoute, disons, à toutes les autres voies d'exposition. Voilà, donc je ne vais pas plus loin sur la partie mine d'uranium, même s'il y aurait beaucoup à dire. Pour passer cette fois-ci, pour terminer d'ailleurs là-dessus, sur les eaux du robinet. Puisque du coup, évidemment, on comprend bien que si on a des rejets radioactifs dans les cours d'eau
si on prend ces eaux en aval des rejets, elles risquent d'être contaminées. Du coup, alors il se trouve que, on l'avait vu, la CRIRAD l'avait vu au début des années 90 à Marcoule, je vous l'ai dit. On avait fait aussi une étude autour du site de Val-Duc, on en parlera un petit peu après, au milieu des années 90, en Côte d'Or, le site de Val-Duc il est en Côte d'Or. Et mais à l'époque, c'était pas réglementé en fait. Le contrôle de la radioactivité du tritium dans les eaux potables n'était pas réglementé. Ce contrôle il est devenu obligatoire en 2005. Donc depuis 2005, il y a une obligation par les producteurs d'eau potable de faire analyser régulièrement, plus ou moins régulièrement selon la taille du réseau, la radioactivité de leur eau et notamment le tritium, ce fameux hydrogène radioactif. Pourquoi? Parce que c'est l'élément le plus rejeté par les centrales. En gros, c'est 99% de la radioactivité rejetée par les centrales, le tritium. Donc depuis 2005, on a ces mesures de tritium qui sont obligatoires. Le problème, c'est que ces résultats... Oui. Alors, pour suivre pas mal les analyses de l'eau potable par l'ARS, etc., je peux vous dire que, effectivement, depuis 2005, c'est contrôlé, mais quand vous allez sur le site, je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, et quand vous allez sur le site de l'ARS pour voir les résultats de qualité d'eau potable, en général, le tritium, ça y est pas dedans. En accès public, ça y est pas. Alors, si, ça y est. Mais depuis quand? Depuis 2005. En tout cas, depuis plus de 10 ans. Mais par contre, c'est hyper fastidieux à consulter. En fait, il existe un site sur le site du ministère de la Santé où on peut aller voir les résultats des contrôles sanitaires dans les eaux potables. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun moteur de recherche pour filtrer les résultats, pour quoi que ce soit. On est obligé de se taper bulletin par bulletin. Et donc, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc, quand vous avez des réseaux où vous avez un bulletin par jour, et si vous avez une mesure de tritium tous les 6 mois, il vous faut des heures en fait avant de réussir à voir les résultats de votre commune. Donc c'est vraiment à s'arracher les cheveux. À côté de cette base quasiment impossible à consulter, il est possible sur data.gouv.fr de télécharger les bases contenant tous les résultats de toutes les analyses de tout. Simplement, c'est des bases gigantesques qui ne sont pas utilisables telles quelles. Il faut derrière les programmer. Il faut pour pouvoir en extraire les résultats. Donc, partant de ce constat, la CRIRAD, elle a pris le taureau par les cornes, et elle a récupéré ces bases, et elle a fait ce travail de programmation qui permet d'en extraire les données de tritium pour les mettre à disposition du public, parce qu'on avait déjà fait un dossier là-dessus en 2019 en demandant aux autorités d'améliorer les choses en termes de mise à disposition du public. Rien n'avait été fait. Du coup, 5 ans après, on s'est dit, ok, on les publie, nous, les données. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est le fruit d'un travail qui a donné lieu à cette expo, mais aussi à toute une page sur notre site. Vous pouvez aller voir sur notre site internet, crirad.org/tritium, où vous avez les résultats de toute cette compilation de données. Donc qu'est-ce qu'on constate sur cette base, avec ce travail de compilation? Alors premièrement, on constate qu'il y a plein de communes où il n'y a pas de résultats. Voilà. Donc en France, il y a 36 000 communes. Il y a 4 000 communes pour lesquelles il n'y a aucun résultat dans la base. Et il y a certains départements comme surtout en fait l'Oise et l'Aisne, on ne sait pas pourquoi, mais dans l'Oise et dans l'Aisne, il n'y a vraiment quasiment aucun résultat. Et puis après, en gros tous les points ici, c'est les points des communes où on n'a pas de résultat. Les gros points, c'est les plus grosses communes. Alors, il faut savoir que les analyses, l'obligation de contrôle, la fréquence dépend de la taille des communes, mais pour les plus grosses communes, il faut faire au moins une analyse par an, voire plus. Et elle ne dépend pas aussi d'une subvention que touchent du coup les usines, si jamais ils ne rejettent pas... Non, mais là, en fait, c'est vraiment des obligations. Normalement, ils sont obligés de faire ces contrôles. Ils ne reçoivent pas une subvention si jamais ils n'ont pas rejeté, s'ils ont correctement fait les choses. On peut prendre ça sur les stations d'épuration par exemple. Parenthèse à part. Normalement, ça va être mis en place avec l'application de la nouvelle directive eau potable de l'Union européenne. Après, je pense pas que le tritium soit concerné parce que le tritium, il est impossible à filtrer, il est impossible on ne peut pas le capter en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est rejeté.
Il est utilisé dans la médecine aussi. Alors il y a d'autres éléments radioactifs qui sont utilisés dans la médecine. Le tritium, moins. Mais oui, bah oui, si c'est un marqueur biologique en fait, puisque c'est de l'hydrogène, il peut être utilisé aussi. Mais en tout cas, voilà, le tritium, il est pas, c'est pratiquement impossible de le piéger. Il se produit comment le tritium? Pardon? Il se produit de fuite de l'eau dirigée. Bah si, parce qu'en fait, alors le tritium, dans une centrale, il est produit à 2 niveaux. Premier niveau, le plus gros du tritium, il est produit dans les barres de combustible. Alors vous savez que le principe d'un réacteur nucléaire, c'est qu'on va faire de la fission, c'est-à-dire qu'on va casser l'atome d'uranium en plusieurs parties. Dans 99% des cas, on le casse en 2, et dans 1% des cas, on le casse en 3. Et le troisième morceau, c'est un petit morceau, c'est du tritium. Mais ce tritium, il reste dans les barres en fait. Alors, il reste dans les barres, donc il n'est pas rejeté dans les centrales. Par contre, il est massivement rejeté à la Hague, l'usine de retraitement, parce que dans cette usine, on découpe les barres, on les dissout, et du coup, ça rejette tout le tritium dans la mer. Après, dans les centrales, en fait, dans le circuit primaire, les neutrons qui proviennent de la réaction de fission, ils tapent dans les molécules présentes dans le circuit primaire, notamment dans le bore et le lithium, qui sont présents, et ils les activent, c'est-à-dire qu'ils vont entraîner la production de tritium dans le circuit primaire. Et donc régulièrement, l'eau du circuit primaire est nettoyée, donc ça veut dire qu'on va la filtrer, on va la remplacer. Et le problème, c'est que derrière, en gros, la plupart des autres éléments radioactifs qui sont produits, parce qu'il n'y a pas que le tritium, ils sont relativement gros, on peut les filtrer, pas le tritium. Parce que le tritium, c'est de l'hydrogène. Donc il se comporte chimiquement comme l'eau. Donc en fait, c'est quasiment impossible, ou à des coûts exorbitants, disons, qui ferait on arrêterait les centrales nucléaires. C'est pas possible de le filtrer. Donc, ce que je disais, oui, c'est que... Alors voilà, le problème, c'est que nous, là, on a analysé 8 ans de données. Et donc cette carte, elle montre les communes où il n'y a aucune donnée sur 8 ans de données. Donc c'est autant pour des toutes petites communes où c'est une mesure tous les 10 ans, ça peut se comprendre. Autant pour des communes comme Beauvais, 57 000 habitants, c'est pas normal qu'il n'y ait aucune mesure dans la base. Bon, ça c'est un premier, entre guillemets, détail. Alors ensuite, je vais passer là-dessus, mais qu'est-ce qu'on constate? Alors on constate qu'on a, du coup on a 5 grandes régions où on va détecter pas ponctuellement, c'est-à-dire plus d'une fois, des teneurs de tritium significatives dans l'eau du robinet. Et donc ces 5 grandes régions, c'est lesquelles? C'est d'abord le bassin de la Loire au sens large, donc c'est-à-dire en incluant la Vienne se jette dans la Loire. C'est la région parisienne, je vous en parlerai juste après parce qu'on a un focus dessus. C'est la vallée du Rhône, c'est la vallée de la Garonne. Donc ces 4 régions, ce sont les régions où on a des centrales nucléaires le long des cours d'eau, qui vont rejeter du tritium dans les cours d'eau, et où on a des communes qui vont prélever leur eau soit dans le cours d'eau, soit dans des nappes phréatiques qui sont alimentées par ces cours d'eau. Voilà. Et après, on a un petit cas particulier, j'en parlerai aussi après, c'est le CEA de Val-Duc. Voilà, où là on n'a pas de centrale nucléaire, mais on a ce fameux site qui produit la bombe atomique. Donc si on prend le cas de l'Île-de-France, alors ce qui est très étonnant en Île-de-France en premier abord, c'est qu'on voit qu'on n'a pas du tritium dans toutes les communes. Là où on trouve du tritium, c'est les communes qui sont colorées en jaune ou orange sur cette carte. Et donc, vous avez la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine qui est ici en amont de l'Île-de-France, pas loin de la limite entre l'Île-de-France et l'Aube, entre la Seine-et-Marne et l'Aube. Donc, en fait, la carte à gauche, vous avez la carte des teneurs en tritium, enfin des communes où on détecte du tritium dans l'eau potable, et à droite, vous avez la carte des communes qui prélèvent leur eau dans la Seine ou dans des nappes phréatiques alimentées par la Seine. Donc, bon voilà, c'est évident. Les communes qui ont du tritium en Ile-de-France, c'est les communes qui prélèvent leur eau dans la Seine. Hein. Et notamment Paris, puisque vous avez 4 quartiers à Paris en termes d'alimentation en eau.
eh bien vous trouvez du tritium dans 3 de ces 4 quartiers, et ces 3 de ces 4 quartiers ont de l'eau qui vient, il y a un aqueduc en fait qui va prélever l'eau dans ce secteur, voilà. Donc c'est clair et net. On a ça en Ile-de-France, donc on n'a pas fait la même étude de recherche, disons, des sources d'alimentation en eau potable dans les autres bassins, quoique, alors on peut citer le cas justement quand même de Nîmes, de la région de Nîmes, où on est quand même pas tout près du Rhône, hein. On est à 50 km du Rhône, à Nîmes, et on a quand même parfois du tritium dans l'eau du robinet à Nîmes. Pourquoi? Parce que Nîmes est alimentée en partie par l'eau du canal Philippe Lamour, et d'ailleurs pas que Nîmes, hein, on a aussi autour de Montpellier des communes où on le détecte plus ponctuellement, mais ça arrive aussi. Donc voilà. Si on prend, et puis on a justement, si on regarde aussi la carte sur notre site, on voit que pratiquement toute la Vendée, dans pratiquement toutes les communes de Vendée, on détecte du tritium dans l'eau du robinet. J'avais justement hier la question de quelqu'un, d'un Vendéen, qui me disait comment ça se fait que moi j'ai de l'eau, j'ai du tritium dans mon eau, alors je suis quand même loin des centrales, et apparemment on a un grand réservoir d'eau potable au sud de Nantes qui prélève l'eau dans la Loire et qui alimente ce secteur. Et la vraie fois, il y a des protège pas. Est-ce qu'il y a des normes Oui, il y a des normes. La réponse. Alors, ce que disent les autorités vis-à-vis du tritium, c'est qu'en gros, pas de panique, il n'y a pas de problème, parce qu'on est très en dessous des normes. Alors c'est vrai qu'on est très en dessous des normes. Les ordres de grandeur, le tritium, naturellement, c'est 1 à 2 becquerels par litre. Naturellement et avec les essais nucléaires. La valeur guide de l'OMS, c'est 10 000 becquerels par litre. Bon. Et le niveau, en France, on a une valeur de référence à 100 becquerels par litre. En gros, l'idée, c'est que si on a des points où on dépasse 100 becquerels par litre, il faut creuser pour savoir d'où ça vient, faire une étude, des investigations. En gros, sur les 8 ans de mesures qu'on a analysées, il n'y a aucun résultat qui dépasse 100 becquerels par litre. Le maximum, c'est 65 à Châtellerault. Et là, quand je vous dis qu'on détecte du tritium dans les eaux du robinet, c'est qu'on le détecte à plus de 10 becquerels par litre. Alors nous, ce qu'on dit à la CRIRAD, c'est que c'est vrai, on est dans des niveaux très faibles en termes de risque. Donc on n'est pas face à un problème de santé publique comme on pourrait avoir en termes de dose par rapport à d'autres polluants. Mais on n'est quand même pas dans un risque nul, puisqu'à partir du moment où on détecte du tritium significativement au-delà du bruit de fond, ça veut dire qu'il y a une pollution en fait, et il y a une exposition à cette pollution, même si elle est très faible. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va d'ailleurs sortir un dossier là-dessus, dans notre publication on a terminé les articles aujourd'hui, il faut les mettre en page maintenant, sur le fait que, en fait, en 2019, la CRIRAD avait fait une analyse critique de la manière dont l'OMS avait fixé ce seuil à 10 000 becquerels par litre. Et elle s'était aperçue que, en gros, toutes les hypothèses prises, c'était des hypothèses où elle sous-évaluait le risque réel lié au tritium. Et donc on se retrouve du coup avec un seuil qui est beaucoup trop laxiste au regard des connaissances scientifiques, mais aussi au regard des seuils qui sont fixés pour les polluants chimiques. En gros, le risque que l'OMS autorise pour les polluants radioactifs, et pas que le tritium d'ailleurs, en gros il est 100 fois plus faible, enfin 100 fois plus élevé plutôt, que le risque autorisé pour les polluants chimiques. Voilà, donc ça veut dire que si on voulait, si on voulait s'aligner sur les cancérigènes chimiques, au lieu d'être à 10 000 becquerels par litre, on devrait être à 100 becquerels par litre. Voilà. Et si en fait on prenait en compte les différents aspects scientifiques qui font que le risque est sous-évalué, nous, ce qu'on préconise à la CRIRAD, ce serait que le seuil soit de quelques dizaines de becquerels par litre. En sachant que le seuil, c'est pas le seuil au-delà duquel vous allez mourir, c'est juste un seuil... Justement, pour préciser ça, est-ce que le seuil dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle la limite de qualité ou la Vmax? Le seuil de 10 000, c'est la valeur guide, ça s'appelle la valeur guide dans le langage OMS. Et en gros, cette valeur guide, alors là, on rentre un peu dans les aspects techniques. Française, ça se traduit par quoi? Par limite de qualité ou Vmax? Je saurais pas vous dire, mais c'est pas. En gros, c'est pas une limite. En fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite de norme de potabilité.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si, juste pour finir sur cette histoire de risque. Alors, il se trouve que cette carte, ces données, on les a publiées en collaboration avec Mediapart en décembre. Ça a rencontré pas mal d'échos. Après, on a été violemment attaqué par des organismes pro-nucléaires disant qu'on agitait les peurs et que comment une petite association comme la CRIRAD se permettait de critiquer le seuil d'une grande institution internationale comme l'OMS. Alors, déjà, je rappelle quand même que l'OMS, au moment de Tchernobyl, n'a pas reconnu les cancers de la thyroïde venant de Tchernobyl. Ils ont mis 10 ans à les reconnaître. Donc c'est pas parce que c'est en fait, ça c'est un argument d'autorité, c'est l'argument qu'on ressort toujours, disant bah lui vous n'avez pas le droit de le critiquer, c'est un prix Nobel. C'est pas parce que c'est un prix Nobel qu'il peut pas faire d'erreur. Du coup non, nous on considère qu'on a tout à fait le droit, n'importe qui a le droit de faire une étude critique de n'importe quoi. Et d'ailleurs les arguments que la CRIRAD avait soulevés, disons en 2019, on en avait saisi les autorités, qui avaient demandé à l'expert public, l'IRSN, d'étudier nos arguments, et l'IRSN a rendu un rapport où en gros il ne conteste pas nos arguments, il dit vous avez raison. Après ils disent c'est plus compliqué, c'est compliqué de changer le système, les normes internationales, etc. Et il n'empêche qu'ils disent qu'on a raison sur nos arguments. L'OMS, c'est aussi l'organisme qui s'est complètement planté sur les pesticides et les métabolites de pesticides en termes de seuil. Ouais. Qui font les tests? Est-ce qu'il y a une réelle démocratisation du truc de ces tests? Vous parlez de valeur max, valeur minimum. Est-ce que c'est par rapport aux machines qu'on utilise? Oui. Est-ce qu'elles sont plus ou moins vieilles, plus ou moins modernes selon ceux qui non, les font? Alors a priori les tests sont corrects, c'est-à-dire qu'ils sont faits par des labos agréés. Et pour être agréé, il faut faire des exercices d'intercomparaison pour montrer que le résultat qu'on publie est juste. Alors la CRIRAD, elle est agréée pour un certain nombre de mesures, dont la mesure de tritium dans l'eau potable. Après, il y a quand même un petit problème, c'est que les appareils, ils sont plus ou moins grossiers. Et en fait, en France, en gros, la plupart des appareils qu'on utilise pour ces contrôles réglementaires, ils ont une limite de détection qui est autour de 10 becquerels par litre. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à voir en dessous de 10 becquerels par litre. Sauf que comme le bruit de fond, il est de 2, ça veut dire qu'en gros, entre 2 et 10, ils ne voient pas. Donc si les appareils étaient plus précis, très probablement qu'on aurait plus de zones sur la carte où on verrait du tritium. Bon, l'appareil de la CRIRAD, ça existe, hein. Nous on a un appareil qui a une limite de détection de 2 becquerels par litre. Ouais. Tu levais la main, non? Ah, oui. Je voulais savoir ce qu'il en était de l'eau du Baronne, parce que c'est de l'eau d'irrigation et on la donne à boire aux animaux directement en fait. Oui. A priori, l'eau du Baronne contient, elle va contenir du tritium. Hein, c'est de l'eau brute en fait. Oui. Mais en fait, par rapport au tritium, que ça soit de l'eau brute ou pas, ça n'a pas d'importance parce que le tritium, on ne peut pas le filtrer. Voilà. Donc sur les normes, oui voilà, sur les normes, ce que je disais c'est que oui, donc il n'y a pas non plus, il n'y a pas de quoi paniquer vis-à-vis du tritium, mais il faut quand même savoir que c'est un polluant de plus qui va se rajouter à l'exposition à tous les autres polluants. Par rapport aux outils de détection, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus exigeants sur l'ensemble des appareils pour détecter le tritium, ou en France on n'est pas mieux, pas moins bien? Je ne saurais pas vous dire, j'ai pas de... Je pense à l'Allemagne. Ouais, je ne saurais pas vous dire. Mais c'est presque fini. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai... Oui, juste, sur les... On constate, quand on compare un peu les niveaux de tritium des différentes agglomérations le long de cours d'eau où il y a des centrales nucléaires, on voit qu'il y a des endroits où il y en a plus que d'autres. Par exemple, vers Nantes, on a beaucoup plus de tritium que dans la vallée du Rhône. En fait, ça, c'est dû à la dilution. Ça va dépendre de la quantité de tritium qu'on rejette par rapport au débit des cours d'eau. Du coup, le Rhône, c'est vrai que le Rhône est un fleuve avec un grand débit. Du coup, le tritium va être plus dilué que dans la Vienne ou la Loire. Donc, je termine sur le... c'est ma dernière diapo, mon avant-dernière. Sur le cas du CEA de Val-Duc. Donc, donc en Côte d'Or, la Côte d'Or, c'est un peu le cas particulier puisqu'on trouve du tritium dans certaines communes. Alors là, on a mis que les communes où ça dépasse 10 becquerels par litre. Après, il y a d'autres communes, mais on ne les a pas fait figurer sur cette carte où on en mesure aussi. Donc le tritium, la CRIRAD avait fait une campagne de mesure dans les années 90 en Côte d'Or, c'est la carte de droite.
où on avait trouvé, là aussi, c'était un peu un scoop à l'époque, du tritium dans pas mal de communes, dans l'eau du robinet, l'eau potable de pas mal de communes. Bon, et ben, 40 ans après, 30 ans après, c'est la même situation, hein. On a la même chose. Donc le CEA de Val-Duc est toujours là, il produit toujours des armes atomiques, des bombes atomiques, et donc il rejette toujours du tritium. Alors la particularité de la Côte d'Or, c'est que ce tritium, il est rejeté dans l'air, et après il va se déposer avec les pluies. Donc, du coup, on ne trouve pas du tritium le long des cours d'eau comme on a le long des fleuves où il y a des centrales nucléaires. On peut en trouver un peu partout en fonction des vents et des précipitations. Voilà, donc là c'était un petit exemple sur le tritium. Évidemment, il y a d'autres éléments radioactifs qui sont rejetés par les centrales et qu'on peut retrouver dans les eaux potables, mais les quantités sont quand même beaucoup plus faibles que le tritium, qui est de très loin le principal polluant radioactif, disons, en fonctionnement normal, je dis bien en fonctionnement normal, des centrales nucléaires. Donc, merci de votre attention. Et puis, il y a déjà eu pas mal de questions, mais si vous en avez d'autres... Ouais.